Bonjour, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et comme d'habitude, à cette heure-là, c'est l'heure de l'hebdo. Et l'hebdo d'aujourd'hui est consacré à la situation en Syrie. Et pour en parler, nous sommes avec Bicher, qui est militant syrien, et Bernard, qui est blogueur, et dont le blog est consacré en grande partie à la Syrie, justement. Les récentes victoires militaires contre les bastions de Daesh pourraient indiquer que la guerre en Syrie est finie. Cette grille de lecture de la situation syrienne, en se focalisant sur la perte des terrains de l'État islamique, oublie en même temps la résistance de l'opposition à Bachar al-Assad dans les autres régions. Je vais citer le journaliste libanais Bachir El-Khouri. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne sais pas. La Syrie vit depuis plusieurs semaines, l'article date du 18 octobre dernier, un regain alarmant des violences rythmées par des bombardements d'une intensité inédite des aviations russes et syriennes aux quatre coins du pays, en soutien aux troupes au sol. Deir ez-Zor, Homa, Homs, la Ghouta orientale, Idlib. Le ciel syrien est illuminé par les raies aériennes depuis mi-septembre, tandis que le nombre de morts et de déplacés ne cesse d'augmenter. Avec Bicher et Bernard, nos invités, comme nous a dit Laure, nous allons revenir sur la course des vitesses militaires en Syrie et replacer les batailles actuelles, les offensives parallèles et concurrentes, sur un fond de reprise des négociations pour dégager une solution politique, nous dit-on. Négociations où la volonté d'inclure le président syrien dans les scénarios de transition s'affirme. Alors, comment comprendre que le régime de Bachar al-Assad demeure en place alors que sa responsabilité dans l'enclenchement de la guerre civile qui dure depuis fin 2011 est vraiment prouvée dans tous les sens? Bon. Oui, si tu veux. Bicher, en fait, oui, c'est déjà donc, le régime d'Assad, il est toujours là. Déjà à cause du soutien inconditionnel qui est donné par l'Iran et la Russie, ses alliés aguerris, et qui sont sur le terrain. Comme on a vu, il y a sur le terrain, on a la garde de la révolution islamique iranienne, qui soutient militairement le régime. On a aussi dans les airs l'aviation russe qui bombarde en continu les zones libres et rebelles. Donc ça, c'est la première cause. Et la deuxième, c'est, si je peux le dire, c'est la lâcheté des pays supposés être amis au peuple syrien. Donc ces pays-là, ils ne font pas assez pour soutenir ce peuple-là face à la dictature et pour réaliser ses objectifs qu'il est sorti pour. Justement, on vient de dire que l'État islamique est en recul et qui a perdu beaucoup de terrain. Mais une chose, c'est qu'aujourd'hui, le régime contrôle 51% du territoire, quand il contrôlait à peine 17% à la veille de l'intervention de la Russie en 2015. Alors, dommage qu'à la radio on ne peut pas les voir, mais j'ai une carte de la Syrie devant moi où on voit les différentes zones où sont encore des zones de combat et qui prouvent bien que cette guerre n'est pas finie. Non, effectivement, elle Bernard, n'est pas finie. Alors, déjà, il y a une chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que Bicher a dit, qui est très juste. On a failli avoir au moins 2 fois un dénouement du conflit qui aurait été favorable à l'opposition syrienne, c'est-à-dire une défaite de Bachar al-Assad. En 2012, l'armée syrienne libre, qui est l'incarnation donc armée de la révolution, contrôlait plus de la moitié du territoire. En 2015, à l'été 2015 notamment, le régime était très en difficulté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, des groupes djihadistes étrangers pour la plupart sont entrés dans le pays, et la deuxième fois, une autre forme de djihadisme, si on peut dire, celle de l'armée russe, celle de Vladimir Poutine, donc,
a commencé dans le pays. Et pourquoi? Parce que les pays occidentaux qui étaient censés être alliés des Syriens, comme on l'a dit, ont eu une peur, panique du djihadisme, du terrorisme. Évidemment, ça nous concerne tous. Mais si Assad avait été renversé à ce moment-là, on n'aurait probablement pas eu ce qui s'est passé entre-temps. Voilà pourquoi. Parce que, donc, en effet, on vient de dire, vous venez de dire, le régime contrôle 51%, c'est pas l'armée du régime qui le contrôle. Sans l'appui de l'Iran, du Hezbollah libanais, de la Russie, de milices irakiennes, de milices afghanes, Hazara, l'armée syrienne est incapable par elle-même de tenir ces zones. Et c'est tout le problème. Malheureusement, une peur panique et par ailleurs donc une peur alors d'abord de l'islamisme politique qu'on voyait en Tunisie, en Égypte, dans ces deux premiers pays où il y avait eu des révolutions. Donc une peur panique a fait que les Occidentaux n'ont pas soutenu cette révolution, l'assimilaient à de l'islamisme, du djihadisme, alors que c'est absolument faux. Il faut le dire. Ce sont des gens qui sont des démocrates, ce sont des gens qui veulent la liberté, la laïcité, la démocratie. Des choses qui nous paraissent évidentes en France, mais qui n'ont rien d'évident en Syrie, où ils ont vécu 40 ans, même plus, sous une dynastie, comme une monarchie absolue, où c'était même pas une dictature, c'était même la personne à côté de vous, vous devez vous en méfier. Donc après, malheureusement, on peut sur ce plan conclure là-dessus, une certaine lâcheté en effet des gouvernements occidentaux a créé aujourd'hui ces problèmes dont nous avons à nous plaindre. Et alors, les forces en présence là, à l'heure actuelle, parce que bon, on veut nous faire croire que du fait que Daesh a reculé, tout va bien, alors qu'en fait, bon, on sent bien on voit bien d'ailleurs si on se donne la peine de lire et d'écouter ce qui se dit, que la guerre continue. Mais alors là, en ce moment, quelles sont les forces qui sont en présence? Donc, Daesh a reculé, mais il faudrait se souvenir qu'avant 2013, Daesh n'existait pas. Il y avait des combats partout. Il y avait la révolution, il y avait des zones rebelles. Donc le recul de Daesh ne suffira pas à la fin de la guerre, puisque la raison principale de cette guerre, c'est le comportement et l'agissement de Bachar Assad. Qui a mené ce pays au désastre qu'on connaît aujourd'hui. Donc déjà, on est face vraiment à un retrait sur le terrain du djihadisme salafiste qui se présente par le recul de Daesh, mais on voit de l'autre côté une avancée du djihadisme chiite qui contrôle le pays aujourd'hui. Et on verra pas la fin de cette guerre avant la chute du régime dictatorial et l'installation de la démocratie et des vraies libertés en Syrie. Mais excuse-moi Julia, et l'armée de Syrie libre, elle en est où? Elle existe encore quand même? L'armée libre est très affaiblie en ce moment. Puisqu'il y a eu beaucoup de bombardements et surtout du côté de la Russie. Il faudrait se souvenir que pendant les 2 ans passés, la Russie a bombardé 90% des bombardements russes visaient l'armée libre, donc ils ne visaient pas les groupes djihadistes et salafistes. Donc cette armée, elle est affaiblie. Il y a des zones de désescalade, mais on bombarde toujours les civils aussi dans ces zones-là, même s'il y a des accords. Donc les bombardements ne visent pas seulement des groupes armés. Donc la base civile et démographique de cette armée, elle est affaiblie aussi. Elle est encerclée, il y a des sièges sur ces zones-là. Elle est affaiblie, mais elle verra le jour aussi, surtout avec une reprise de manifestations pacifiques dans les zones de désescalade. Donc la population a profité de ces accords de désescalade pour ressortir de l'ombre, pour refaire et réorganiser et montrer qu'ils sont là, qu'ils persistent et qu'ils existent, et que probablement on n'aura pas besoin vraiment de la force militaire pour faire chuter. Alors, pardon. Si je peux me permettre d'ajouter une chose à ce que Béchar vient de dire, c'est que en fait, l'armée libre, elle a une faiblesse qui est aussi sa force, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne défend pas un fief. Contrairement à l'armée d'Assad qui défend le fief
d'Assad, qui est en fait, qui serait toute la Syrie ou qui aurait été à un moment, disait-on, un réduit alawite. Donc, le Hezbollah défend un fief qui est libanais et qui est syrien. L'armée libre défend des idées, défend des valeurs. Donc, alors à la fois, ça fait qu'elle n'est pas aussi sauvage que ses concurrentes ou ses ennemis donc, du Hezbollah donc, et ailleurs, mais en même temps, comme on l'a dit, quand les armes ne parlent pas, ce sont des manifestations non violentes qui ont lieu. Dès que ces fameuses trêves ou cessez-le-feu qu'on a vues ces dernières années avaient lieu, dès qu'ils commençaient, on voyait les gens qui sortaient, comme au début de la Révolution, dans les rues avec des slogans, avec toujours les mêmes, avec le drapeau de la Révolution, qui est là. Donc, vous savez, bon, vous pouvez tuer des combattants, mais des idées, vous ne pouvez pas les tuer. Bon. Et le résultat, c'est que même affaibli militairement, toute cette lutte, elle est dans les esprits. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever de l'esprit des gens, même si militairement, vous avez l'avantage sur le terrain. Avant de continuer sur la situation sur le terrain actuellement, je voudrais revenir à travers, je pense que le journal Le Monde a obtenu depuis 2011, pour la première fois, qu'il y ait des reporters qui puissent aller, en tout cas à Damas, et pour, un peu dans l'idée que quelque part la guerre c'est fini. Et il y a dans ces articles de la série, sur la Syrie, qui s'appelle Damas se tourne vers l'avenir, et nous livre les commentaires d'un intellectuel, en disant que la Syrie d'avant-guerre, l'État fort, refoulait les différences entre communautés confessionnelles. Là où il s'est affaibli, ces différences sont devenues éclatantes. Pourquoi je vous cite ça? Parce que je vous demande si vous pouvez rétablir les faits que la confessionnalisation, c'est la stratégie que l'État a choisie depuis 2011. Bon, alors, en fait, la confessionnalisation, ça commençait beaucoup avant, de l'âge d'Assad père, donc le président Hafez Assad, le père de Bachar. Il a installé un système confessionnalisé, en fait, communautaire. L'armée, elle est basée sur presque sur une seule communauté, la communauté alawite du président, même aussi le service de renseignement. On voit aussi certains postes clés qui sont donnés. Par exemple, il y a des postes qui sont réservés aux sunnites, il y a des postes qui sont réservés aux chrétiens. Donc, le communautarisme existait déjà. Il y avait des quartiers, même maintenant, bon, et ça date depuis les années 70, il y a des quartiers où on n'a que des alaouites, on a des quartiers où on a des sunnites, on a des quartiers où on habite que les chiites, donc ça existait. Ça se voyait que ça allait... mais après 2011, ce qui s'est passé, c'est que ces différences ont été montrées au public. Et le fait que le régime ait pu rassembler, mais c'est un fait aussi, ait pu rassembler quelques communautés autour de lui, ça ne veut pas dire que vraiment le conflit il est communautaire, parce que le conflit est toujours entre les forces démocrates et libres d'un côté et les forces qui soutiennent la dictature de l'autre. Bernard? Oui. On peut même dire que, en fait, on a fait toute une mythologie il y a quelques années sur les chrétiens de Syrie en disant que Bachar al-Assad protège cette communauté. Mais c'est absolument faux. Il la manipule comme il manipule toutes les autres. Ici, dans la communauté syrienne en France qui soutient la révolution, il y a énormément de chrétiens qui sont actifs. Ils sont regroupés autour d'une organisation qui s'appelle Syriens chrétiens pour la paix, à distinguer d'une autre qui s'appelle Chrétiens de Syrie pour la paix, qui elle est un relais du régime, voilà, et qui notamment essaye de travailler à l'élaboration de colloques aux côtés des autorités russes. Voilà, ils vous font ça au centre spirituel russe en face du pont de l'Alma, donc voilà. Eh bien, c'est un bon endroit pour faire le zouave, me direz-vous. Bon, bref, en tout cas, pour ce qui est des alaouites, il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que d'une part, je parlais d'un réduit alaouite tout à l'heure, mais en fait, l'assise du régime, elle est là. Et vous savez que même les alaouites, ils en ont assez, parce que c'est dans ce vivier que le régime est allé conscrire de plus en plus de jeunes gens, ou de gens moins jeunes pour être dans son armée. Ils en ont assez. À l'Atakié, qui est un fief alaouite, eh bien les gens, qu'est-ce qu'ils scandent des alaouites? Pour toi, le trône, pour nous, la tombe. Donc, c'est-à-dire que les communautés sont épuisées. Par ailleurs, les chrétiens ont dit, ils vivent dans les zones du régime. Pas du tout. En Syrie, on vit là où on vit, qui que ce soit qui dirige. Si les chrétiens habitent dans des zones dirigées par le régime, c'est parce qu'ils y ont leur quotidien. Après, bon, évidemment, sous Daesh, on les persécute, on les chasse, on se souvient de ce N, ce Nun, la lettre en arabe,
qui a été prise comme symbole par quelques hommes et femmes politiques de bonne volonté, comme M. Mariani, par exemple, un grand humaniste qu'on connaît. Bon, mais en même temps, voilà, malheureusement, en Syrie, c'est comme ça. Daesh a, j'allais dire, amené un élément qui n'est pas un élément, d'ailleurs, islamiste, c'est un élément fasciste. C'est un élément de type nazi. Daesh, c'est pas, on dit islamiste, c'est une organisation de type nazi. Elle a rallié des frustrés, elle a rallié des exclus, et elle les a incités à la violence. Voilà, c'est même encore plus que de l'islamisme politique qui existait aussi en Syrie, mais qui prend d'autres formes. Donc, et pas celle-là. Bon, le problème est là. On a une instrumentalisation, comme Bichir l'a très justement dit, et ceux qui pensent que le régime est laïque, je les invite à regarder de plus près, car on n'est absolument pas laïque quand on manipule tout le monde. On n'est pas laïque quand on est un escroc, pour être clair. Michel. Oui, j'aimerais juste aussi commenter une phrase qui vient d'être citée, c'est que si Damas se tournait vers l'avenir, parce que, et puisqu'on a cité M. Mariani, discuter cette visite où il disait que les rues de Damas étaient plus propres que les rues de Paris, Oui. J'aimerais juste préciser qu'à Damas centre une paix et un calme extraordinaire qui ressemble à un centre d'une tornade. Et à 2 kilomètres juste du centre, à vol d'oiseau, il se passe des combats, on bombarde jour et nuit. Il y a parfois 50 raids aériens à 2 kilomètres du centre de Damas qui sont exécutés par l'armée syrienne et russe. On voit des massacres, on voit le siège, les gens crèvent de faim. Donc vraiment, ce calme. Mais les rues sont propres quand même au centre de la ville. Voilà, mais justement, les rues sont propres et les gens au centre de Damas, ils vont au café, que ce soit sur les terrasses ou dans les riads où on voit le narguilé souffler jour et nuit. Mais justement, les reporters du Monde ont été qu'à Damas, je pense, et en plus, on a été accompagnés par des membres du régime. Voilà, tout à fait, oui. Je suis né sous le Père, j'ai grandi sous le Fils. J'ai dû chanter leur gloire, j'ai enduré leurs vices. Jamais de jamais je n'aurais cru voir leur fin. Jamais de jamais je n'aurais cru vivre enfin. Ce fut une longue nuit, longue de 40 ans. Ce fut l'ère du mensonge, le règne des brigands. J'ai perdu mes amis, j'ai langui mes parents. J'ai ruminé ma peine, j'ai enterré l'instant. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. Ce ne sont pas des lions, ce ne sont que des chiens, aboyeurs enragés, ivres de leur venin. La Syrie leur est due et nous sommes leur serfs, un pays aux Assad et pour nous la misère. Nous n'étions que de sang quand le mur est tombé, le mur de cette peur longtemps accumulée. Un cri de nos poitrines en écho a vibré. Nous ne voulons que Dieu, Syrie et liberté. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. C'était le mois de mars 2011 et l'année. Nous n'étions que de sang, sur nous ils ont tiré. Cette armée sera armée, nous séquait la pitié. D'un vendredi à l'autre, nous devâmes des milliers. Il portait un couffin vers la ville assiégée. Les marchés étaient de paix en arbres d'olivier. Il n'avait que 13 ans, ils l'ont défiguré. Hamza est son prénom de toute éternité. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain.
C'est une guerre civile, martelait le tyran, de sa voix au perché de bourreaux négligents. Le concert des nations en deçà le postiche, remplissez les charniers, on ne prête qu'aux riches. Les mots pâlissent face à ce fracas d'horreur, carnage et maisonnée emportés avant l'heure. Gare aux dénonciateurs, frémit chaque Syrien. Les fantômes torturent au nom d'Assad ou rien. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs aura portée demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs aura portée demain. Abandonnés du monde, nos larmes étaient de sang. Toujours porter le deuil râle, jetés au vent. Pourtant oui, tenir bon, résister, résister. Peu à peu progresser et les taux desserrer. Mais tout a une fin, même la barbarie. Nous en tremblons le jour, nous en rêvons la nuit. Dans leur haine sans fond, ils veulent nous plonger. Nous serons plus forts que nous saurons pardonner. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. Cette dame, je la chante, c'est la révolution. Sur les murs de Syrie, j'écris partout son nom. J'écris partout son nom. Fréquence Paris Pluriel à 25 ans. C'est le bonheur rangé dans une armoire. On me l'a pas dit, je te jure, on me l'a pas dit. Ma parole, on vient de me l'annoncer, là. Concert de soutien le 15 décembre à la Parole de Montreuil. En plus, tu sais pas où c'est, il faut que t'amènes 10 balles avec toi, mec. Albert, tu parlais pas sérieusement? Merde, prépare 10 balles. Tu vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'heure de l'hebdo consacrée aujourd'hui à la situation en Syrie. Nous sommes avec Bicher qui milite en syrien et Bernard qui est blogueur et dont le blog est particulièrement consacré à la Syrie. Tu peux nous expliquer la chanson le contenu de la chanson qu'on vient d'entendre ? Avant le jingle. Ah oui, alors La Dame de Damas, donc, c'est une chanson qui est tout à fait emblématique de la révolution syrienne en France. Donc c'est une sorte d'hymne. Alors les paroles en fait sont un poème qui est écrit par un professeur qui s'appelle Jean-Pierre Filiu, qui est un expert, un ancien diplomate, qui est un expert du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Donc, et la musique a été composée par un groupe qui s'appelle Catherine Vincent, c'est-à-dire Catherine et Vincent sont les membres principaux du groupe, et c'est une chanson qu'on entend dans tous les rassemblements et tous les événements de la révolution syrienne en France. Alors, et tout à l'heure, Bernard, à un moment donné, tu parlais de lâcheté des grandes puissances et qui, en fait, il se pose la question, alors là, qu'est-ce qui va se passer si Bachar al-Assad tombe ? Et on voit bien, par exemple, qu'à un moment donné, il y a un infléchissement de la diplomatie américaine et française qui ne font plus du départ de Bachar al-Assad un préalable aux négociations. Mais en même temps, on a eu, en avril de cette année, une nouvelle attaque aux armes chimiques. Alors, ces deux événements, comment on peut mettre ensemble ? Parce que pratiquement l'infléchissement de la diplomatie a été suivi de ces attaques chimiques, et qui n'a pas seulement les attaques chimiques, c'est des bombardements qui ont détruit l'hôpital et la défense civile de la même ville après. Alors, qu'est-ce que c'est cette impunité ? Alors déjà, en effet, on parle de Khan Sheikhoun, c'était en avril dernier. On a toutes les preuves de l'implication du régime. Et en effet, donc l'ONU ne l'a pas dit pour rien. On sait par ailleurs que donc la Russie s'est défaussée en disant mais non, ce sont des rebelles qui ont fait ça. Pas du tout. On sait que les appareils qui ont été employés pour ça donc sont russes, c'est clair, donc en soutien au régime. Malheureusement, ça rappelle de mauvais souvenirs. On se souvient de l'attaque de la Ghouta en 2013, qui était la première attaque chimique. Et à l'époque, on a vu les grandes proclamations de Barack Obama, qui était le président américain. C'est une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Attention, on va intervenir. Et finalement, il ne s'est rien passé. Il s'est passé quoi ? On a dit à Assad, bon, écoutez, vous rendez vos armes chimiques et on vous fiche la paix. Voilà, c'est comme si vous avez un criminel dans la rue, voilà, et la police lui dit, rends ton arme et tu peux t'en aller. Voilà, c'est exactement la même chose. On va, depuis ce moment-là, dans un cycle d'impunité
on va depuis ce moment-là dans un cycle qui fait que peu à peu, en effet, on va cesser de faire du départ d'Assad un préalable, en même temps qu'on a des preuves que le régime est fautif, que le régime a créé cette situation d'attaque chimique. Et le problème, c'est qu'on s'imagine, voilà, on fait des concessions à ce régime que l'on croit laïque, oui, qui n'est pas très démocrate, mais en même temps, il vaut toujours mieux que les djihadistes, voilà. Mais en même temps, ce qu'on ne comprend pas, c'est que en fait, Daesh et Assad, c'est la relation de Frankenstein, si j'ose dire. Voilà, le docteur Frankenstein qui crée cette terrible créature horrible qui finit par l'étrangler. Là, en l'occurrence, Bachar n'a pas du tout étranglé Daesh, mais il s'est dit, voilà, je vais créer quelque chose qui va être encore plus moche que moi. Comme ça, moi, j'aurai l'air bien. Voilà. Et le problème, c'est que ça a marché extrêmement bien. Et cette inflexion de la diplomatie, c'est de là qu'elle vient. Tandis que, il faut le savoir, en termes ne serait-ce que numéraires, autant, bien entendu, Daesh a mis en scène ces meurtres. On a vu ces vidéos de gens décapités. Donc, autant le régime nie, mais le régime, numérairement parlant, tue 75 fois plus. A tué 75 fois plus de gens que Daesh. Voilà. Et n'est pas moins sauvage. Sauf que lui, bon, il n'en fait pas un argument. Alors après, cette inflexion de la diplomatie est basée sur un piège. J'allais dire un piège à... Mais je ne finirai pas la phrase par politesse envers nos dirigeants qui ne la méritent pas. Mais en même temps, voilà, c'est un piège. On est tombé dedans. Mais aujourd'hui, en effet, est-ce qu'on va négocier avec quelqu'un qui emploie des armes chimiques? Tout ce qui est le gaz, ça nous rappelle des choses en Occident, ça nous rappelle des choses en Europe. Exterminer les autres en utilisant du gaz. Eh bien, vous voyez, donc, c'est là qu'une phrase comme « plus jamais ça » perd tout son sens. C'est comme si on avait négocié avec... faut dire les choses clairement. Négocier avec Adolf Hitler, c'est clair. Et là, on est en train de le faire. Bichère. En fait, en ce qui concerne l'arme chimique, la communauté internationale a malheureusement défini l'avenir de l'humanité en s'empêchant de punir ces crimes commis plusieurs fois, pas seulement à Khan Sheikhoun. Depuis 2012, il y a eu plusieurs utilisations d'armes chimiques et la plus grande échelle, c'était à la Ghouta Est en août 2013. Il y a eu à peu près 1400 morts et des milliers de cas d'asphyxie. Cette règle qui va se définir, c'est l'impunité et l'emploi de n'importe quelle sorte d'arme dans un objectif pragmatique d'un État dictatorial comme celui de Bachar al-Assad. Donc s'il y a une utilisation prochaine dans un autre pays, on ne va pas s'étonner parce qu'on va se dire, voilà, ça a été employé dans un autre pays, pourquoi pas l'autre. En Syrie aussi, on voit une défense acharnée de la Russie, de cet emploi. La Russie a utilisé jusqu'à maintenant le veto 11 fois au Conseil de sécurité. La dernière fois, c'était 2 fois en espace de 24 heures pour empêcher même l'enquête de se passer en Syrie sur l'emploi des armes chimiques. Donc 2 fois un veto pour qu'il n'y ait pas d'enquête sur cet emploi, pour qu'il n'y ait pas de visite des sites de fabrication ou des analyses qui se passent sur place. Donc ce qui se passe, c'est ça s'empile. La négligence de l'humanité, si elle n'est pas vraiment... si on ne bouge vraiment pas, on ne va pas pouvoir résoudre ce problème et ça va se propager ailleurs. Alors, malgré tout, est-ce qu'il serait envisageable que Assad soit traduit devant une cour pénale internationale pour tous les massacres qu'il a commis? Est-ce qu'un jour, ça peut être envisageable? Après tout, Ratko Mladic là, vient bien d'être condamné à vie par un tribunal pénal international. Bien sûr, mais ça dépend de la volonté déjà de l'opposition syrienne qui se fait avoir à chaque fois, qui tombe dans les pièges du régime, qui tombe aussi dans des pièges, beaucoup de pièges politiques, qui ne se mobilisent pas pour traduire en justice. Et aussi, aussi, on compte toujours sur les États amis, parce que et sur les organisations aussi internationales qui devraient soutenir ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qui a besoin d'avocats, qui a besoin d'experts, qui a besoin vraiment de mobilisation et dont l'opposition syrienne en ce moment n'est pas capable à cause de beaucoup de faiblesses. Bien, oui, tout à fait, Bichard, effectivement. Mais alors surtout, il y a le problème majeur, c'est que tout ce qui est les tribunaux internationaux,
ça n'est absolument pas comme des tribunaux nationaux, on envoie la police, elle arrête la personne, elle la met en prison, après elle est jugée. Bon, non, ça relève sur ça se base sur une chose, le consentement. Il y a toujours un facteur politique. Et là, il y a une grosse différence entre deux situations. Lorsqu'un dirigeant est au pouvoir et commet des actes qui le rendent passible, effectivement, donc d'une cour internationale, et quand un dirigeant ne l'est plus. On parlait de Mladic tout à l'heure, lui et Radovan Karadzic. On sait qu'ils ont été protégés après les accords de Dayton assez largement par des pays comme les États-Unis, comme la France, qui ont dit voilà, faites-vous discret, on ne vous embête plus. Voilà. C'est seulement dans les années 2000, quand ils sont devenus vulnérables, qu'on les a trouvés miraculeusement, l'un et l'autre. Parce qu'évidemment, on avait perdu leurs traces, bien sûr, c'est tellement grand, la Bosnie, la Serbie. Voilà. Bon, et qu'on les a amenés à la haie. Voilà. Maintenant, alors Assad, il y a eu des précédents où des dirigeants, bon, pas sur la même échelle, bien sûr, qui avaient abusé de leur peuple, n'ont pas été jugés. Je pense à Haïti, par exemple, 1994, le général Cedras, qui était un dictateur militaire. On a eu un trio, donc, américain, l'ex-président Carter, je crois, le sénateur démocrate Sam Nunn, le général Colin Powell, qui sont partis là-bas. Ils ont négocié le retour du président élu, Jean-Martin Aristide. Ils ont négocié un départ de Raúl Cedras vers le Venezuela. Il n'a jamais été jugé. Alors, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, mais Duvalier, Cedras, Aristide sont tous les trois rentrés en Haïti le même mois, en 2011. Voilà. Bref, mais en tout cas, le problème, c'est qu'après, bon, d'abord, il faut être clair, tant que Assad sera au pouvoir, tant que son clan sera au pouvoir, ce sera impossible d'avoir quelque paix véritable. On ne sera même pas dans du Dayton, puisqu'on parlait de la Bosnie, c'est-à-dire une paix un peu bricolée, un peu montée. C'est impossible d'avoir quoi que ce soit tant qu'ils seront là. Notamment le retour des réfugiés n'aura pas lieu. Vous n'aurez pas un Syrien qui est en France qui rentrera tant que Assad sera là. Et par ailleurs, après, toute la question sera où est-ce que Assad irait? Est-ce qu'un pays lui donnerait l'asile ou quoi? Et après, eh ben, c'est ce que je disais, et je conclue là-dessus sur ce plan-là, c'est la question du consentement. Est-ce que le pays qui l'accueillera acceptera qu'un jour il soit traduit soit devant la CPI, soit devant un tribunal international ad hoc? Ça peut exister encore, c'est pas interdit, qu'on ait un TPIS par exemple, mais toute la question sera là. Une question qui in fine ne sera pas juridique mais politique. Nous disions dans l'introduction qu'aujourd'hui en Syrie, il y a une course de vitesse militaire sur un fond de reprise des négociations. Alors, est-ce que vous pouvez nous dessiner les différentes forces qui sont en place, les ambitions d'Assad et tous ces accords russo-saoudiens qui traversent un peu les... alors actuellement, il y a la Russie qui reçoit le président turc, iranien, les Saoudiens de leur côté, l'opposition tolérée. Et d'un autre côté aussi, on a vu ce qui s'est passé en Irak, qui ont vite fait dissuader les aspirations des Kurdes irakiens par rapport à l'indépendance. Alors, quelle est un peu la situation au niveau des négociations en cours? Bon, la Russie pousse vraiment vers une conférence qu'elle appelle entre guillemets du peuple syrien, qui se passerait à Sochi. Et elle s'est mobilisée dans ce sens en faisant la rencontre, en organisant le sommet il y a quelques jours entre Erdogan, Poutine et Rouhani. Donc, et on a vu aussi Bachar Assad embarquer dans un avion de cargo la veille vers la Russie pour rencontrer Poutine pendant quelques heures, juste à la veille de ce sommet-là. Et c'était aussi juste la veille aussi, et le même jour de la conférence de Riyad, où il y a eu une réunion de l'opposition syrienne. Et il y a eu beaucoup de débats autour des fondamentaux de la révolution syrienne et des fondamentaux aussi des négociations, ce qui est le départ de Bachar Assad avant la période transitionnelle, parce que si vraiment le régime reste pendant la période transitionnelle, ça sera une reconnaissance de ce régime. Donc, politiquement parlant, on ne peut pas accepter un boucher pour qu'il dirige une période transitionnelle et vers où il va la diriger, et même si on met tous les articles nécessaires vers des objectifs d'avenir. Donc, on doit être
assez intelligent en affrontant ce régime bien rusé, bien aguerri dans ce genre de choses. Et on doit vraiment mettre des points fixes. Et surtout aussi, on a en Syrie jusqu'à maintenant près de 200 000 détenus qui sont torturés au quotidien. On a des crématoires, des corps de détenus, comme celui de Sednaya, dont on a eu le scandale diffusé par Amnesty il y a quelques mois. Donc, si on ne met pas de conditions, comme par exemple, comment on peut démarrer une période de transition si on ne libère pas ces 200 000 détenus qui ne sont pas jugés, qui sont... Et comment on peut aussi passer une période de transition sans débloquer le siège qui se passe sur beaucoup de zones aussi en Syrie où les gens crèvent de faim. Donc vraiment, si on n'a pas de constantes qu'on se fixe, on n'arrivera pas, il y aura toujours le conflit et toute négociation va échouer. Alors, bien sûr, c'est tout à fait vrai. Il y a un autre acteur qu'il va falloir regarder de près, au plan militaire, donc on en parlait. Il s'agit de gens qui ont une attitude qui n'est pas très claire toujours. Il s'agit du Rojava. Le Rojava, c'est le nord-ouest kurde de la Syrie. Alors c'est une entité qui est autonome, qui s'est déclarée autonome, qui est dirigée donc par le PYD, qui est un parti qui est affilié au PKK turc. Voilà, qui est un parti marxiste-léniniste, qui est la bête noire de Erdogan, enfin la bête noire du gouvernement turc en règle générale, qu'il soit de quelle tendance qu'il soit. Donc, il faut savoir que les Kurdes, donc, historiquement en Syrie, étaient privés de leurs droits, étaient privés même de la nationalité syrienne, et plus ça allait, plus la répression augmentait, jusqu'à 2011, où le gouvernement syrien, donc, qui avait cette révolution devant lui, a d'un seul coup, comme par miracle, rendu tous leurs droits aux Kurdes. Voilà, y compris la nationalité, voilà, parce qu'ils voulaient s'attirer leur sympathie. C'était pas vraiment le cas, donc les Kurdes n'ont pas réagi comme ça. Donc cette entité a été montée, donc, et se veut, elle s'est proclamée l'an dernier autonome au sein d'une Syrie qu'elle veut fédérale. Bon, ça c'est très bien, mais c'est dans l'idée des dirigeants du Rojava, rien ne dit qu'à Damas, on a envie de ça. Parce qu'au début, bon, il y a eu des épisodes où, objectivement, le Rojava s'est fait l'allié sur le terrain donc, du régime. On sait qu'il y a eu une attitude ambiguë envers la Russie, mais un gouvernement syrien qui se dit, bon, j'ai tout reconquis, j'ai l'Iran, j'ai la Russie, j'ai l'Hezbollah avec moi, donc vous autres, j'ai pas besoin de vous, je vais vous mettre au pas comme tous les autres, c'est tout à fait faisable. Bon, par ailleurs, maintenant, comme on le sait, il y a eu un référendum sur l'indépendance au Kurdistan d'Irak, où le système est très différent. C'est un système plus à l'occidental. Hein. Voilà, le PDK qui dirige là-bas, c'est un parti, alors un peu de gauche, un peu de droite, mais surtout la droite, c'est un peu le En Marche kurde, si on veut. Voilà. Et puis, donc, ils ont quand même une belle assise, entre guillemets, dans la région. Ils ont créé un quasi-État. Et les relations entre Kurdes d'Irak et Kurdes de Syrie sont historiquement plus proches qu'avec les Kurdes de Turquie ou d'Iran. Kurdes de Turquie, donc même la proximité idéologique entre PKK et PYD n'y change en rien. Donc il va falloir regarder ça de près, parce que ça a beaucoup d'implications, puisqu'on le pense, pas que avec la Russie. Notamment, on sait qu'Israël, qui est un mot honni dans la région, a soutenu ouvertement le référendum kurde irakien. Donc après, on voit mal les gens du Rojava aller serrer la main de Netanyahou. De ce point de vue-là, on ne pourra pas leur en vouloir. Bon, mais après, bon, la question est, que vont-ils faire? À mon sens, c'est vraiment l'acteur, militairement parlant, qu'il va falloir regarder. Parce que si, hélas, Assad disait « on va se passer de ces Kurdes, ils nous ont bien aidés, mais après tout, c'est moi qui dirige, et votre Syrie fédérale, j'en veux pas, et votre autonomie, j'en veux pas », on est peut-être reparti encore pour des violences. Alors, plusieurs questions là. Déjà, ce qu'on aimerait arriver à comprendre, c'est il y a des interventions de forces étrangères, mais c'est invraisemblable le nombre de pays qui sont intéressés par la région, par la Syrie et par la région. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Voilà, parce qu'on a parlé, bon, effectivement, de leur relation avec Assad, mais de quelle manière ils veulent mener leur politique dans cette région? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Leurs intérêts économiques aussi. Il y a les intérêts économiques, il y a les intérêts stratégiques, politiques, etc. Je voudrais arriver à comprendre ça, parce qu'il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a Israël, il y a les États-Unis, il y a la communauté européenne, il y a l'Arabie saoudite. C'est une situation de folie. Oui, donc... Est-ce que vous pourriez nous démêler un petit peu cet écheveau et essayer de nous faire comprendre ce que ces forces-là veulent?
Parce qu'elles ne sont pas intervenues pour rien en Syrie. En fait, quels sont les enjeux? Alors, juste, il y a une précision qu'il faut faire avant. Ce qu'on a aujourd'hui n'est nullement dû au hasard. Et malheureusement, ça, c'est une conséquence directe de la conduite du régime Assad. Et pourquoi? Quand vous avez un pays à diriger, vous allez vous inquiéter généralement de ce qui concerne votre peuple. Vous allez les infrastructures, l'agriculture, l'éducation, la santé, ainsi de suite. Sous Assad, Hafez el-Assad, enfin Bachar n'a pas fait autre chose, le régime syrien ne se concentrait que sur l'aspect géopolitique des choses. Le peuple syrien lui-même a été entièrement nié. La Syrie était devenue un acteur géopolitique. Et il a joué ce rôle à plein. On sait tout le rôle qu'il jouait dans la libération d'otages, notamment au Liban, dans les années 80. On sait le retournement qu'il y a eu pendant la première guerre du Golfe en 1990. Voilà, l'État terroriste devient l'allié principal de la coalition internationale dans le monde arabe, sachant que Bagdad et Damas étaient toutes les deux dirigées par un parti basse, mais c'était des partis ennemis. Voilà. Donc, on a toujours eu ça. Donc aujourd'hui, naturellement, vous avez tout un tas de pays qui viennent, qui se disent, après tout, ils ont décidé de ne pas être un pays, ils ont décidé d'être, en fait, une sorte de supermarché. J'allais dire, voilà, une sorte de gâteau, une sorte de supermarché. On va aller se servir. Vous parliez de la Russie. Ce qu'elle veut, la Russie, elle veut reprendre pied au Moyen-Orient. Elle se dit, avant, on était l'Union soviétique, on avait des bases au Moyen-Orient, on avait l'Irak, on avait la Syrie. On va reprendre la base de Tartus, qui est une base sur la Méditerranée. On va installer notre marine. C'est clair. Ils aiment bien ce qui est marine, vous savez, le gouvernement syrien, en règle générale. Bon, alors, maintenant, qu'elle soit en France ou en Russie. Bien, vous avez également d'autres pays. Je vais laisser quand même Bicher en parler. C'est quand même un Syrien de dire ça plus que moi. Bon, attends, je ne suis pas venu pour être le seul qui parle. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, et là, on rigole beaucoup moins, c'est que vous voyez maintenant cet enchevêtrement des forces. Voilà ce qui se passe avec un régime qui a nié son peuple, qui a entièrement tourné le pays vers la géopolitique, et on le redit encore. Comment on peut envisager de reconstruire un pays, de faire en sorte que des gens qui se sont combattus revivent ensemble avec un régime et un clan que ça n'intéresse pas? Bicher. Oui, juste parler de termes géopolitiques, c'est vraiment citer l'effet papillon parfois, c'est-à-dire à partir d'événements qui sont très petits, ça peut vraiment causer des choses considérables au niveau international. Et on peut comparer la Syrie, par exemple, à la Libye, où les États-Unis s'intéressent beaucoup, parce que pour eux, c'est un départ pour leur stratégie, pour leur contrôle aussi de beaucoup de zones dans les eaux ou autour du monde. La Syrie représente vraiment beaucoup comme notre ami Bernard a cité pour la Russie, surtout pour la base marine de Tartus. Il y a aussi le gaz naturel que la Russie a pris, dont la Russie a pris le contrat pour l'avenir. L'Iran s'intéresse à la Syrie depuis des millénaires, en fait. Donc l'Iran essaie de contrôler d'arriver aux côtes méditerranéennes depuis des milliers d'années. Donc on voit ça se reproduire dès que la Syrie s'est affaiblie. Donc on voit l'intervention iranienne. L'Arabie saoudite est un acteur arabe donc, qui veut conserver cette identité arabe, qui veut aussi empêcher l'Iran et la Russie de rentrer dans le pays. La Turquie est intéressée par les questions kurdes qui l'inquiètent et qu'elle doit affronter jour et nuit, parce qu'elle ne veut pas qu'un État kurde se forme sur ses frontières. Donc, tous les pays ont des raisons plus ou moins d'intervenir, mais il y a des pays qui prennent leur intérêt comme des priorités, et on aimerait bien que l'intérêt du peuple syrien qui vit dans la région soit, prise vraiment comme priorité. Oui, parce que tout ça, ça fait des guerres en devenir, ça aussi également. Tout à fait, oui. ليتك من جبل عجل قطعنا ليتك من جبل عجل قطعنا وتفصلت بحلب واهتزت الشام
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'hebdo aujourd'hui consacré à la Syrie avec Bicher qui est militant syrien et Bernard qui est un blogueur et qui s'intéresse particulièrement sur son blog à la Syrie justement. Alors on a parlé du gouvernement Assad, on a parlé des forces en présence sur ce pays, mais en face il y a les Syriens qui existent, le peuple syrien, il est quand même là. Et que veut la population syrienne? Quelles sont les différentes options vers lesquelles elle souhaite se tourner? De quelle manière est-ce que cette population va pouvoir se faire entendre, étant donné l'implication justement de toutes ces forces étrangères sur le pays et dans la région? Juste une petite explication d'abord oui, de la pardon. chanson qu'on vient d'écouter, qui est une chanson traditionnelle qui est du sud de la Syrie et du nord de la Jordanie, qui a été reprise par une chanteuse, jeune chanteuse, et où vraiment on entend
la parole qui parle de la situation de la Syrie et du Cham, donc qui règne maintenant, où elle décrit la domination des gens qui font du mal. Donc c'est ça vraiment le sujet principal, même s'il y a des parties qui sont vraiment traditionnelles, qui parlent de mariage, de mariés et d'autres choses. Donc pour revenir au peuple syrien, à son organisation dans les zones libérées, en fait, le peuple syrien, pendant 6 ans et demi, a su s'organiser. Il a pu vraiment former des institutions dans les zones libérées, comme des conseils locaux, qui sont une sorte d'administration qui gère ces zones et qui sont élus donc démocratiquement. Donc il y a vraiment un processus démocratique d'élection de ces conseils locaux. Il y a aussi un remplacement du retrait de certaines organisations, comme le retrait de la Croix-Rouge, de ces zones libérées. Donc il y a une absence pendant 6 ans et demi de la Croix-Rouge, malgré tous les massacres, tous les bombardements qui se passent dans ces villes et ces villages. Donc ça a été remplacé par les défenses civiles syriennes, qui s'étaient organisées, qui s'appellent les Casques Blancs, qui ont plusieurs prix internationaux pour leurs actes dans les zones libérées. Il y a à peu près entre 20 et 30 000 membres de cette défense civile syrienne, qui sont mobilisés sur le terrain un peu partout, qui font pas seulement du sauvetage des victimes, qui font beaucoup de services comme le déblayage des routes, qui remplacent les services manquants dans ces zones libérées. Donc il y a aussi une organisation de l'éducation. On a des écoles souterraines, malheureusement. Même les aires de jeu des enfants sont dans beaucoup de zones sont souterraines pour les protéger de l'intensité des bombardements. Il y a aussi l'hospitalisation. Les hôpitaux aussi sont reconstruits malgré toute la destruction, malgré que le régime les vise. Les hôpitaux sont reconstruits, sont refaits et les médecins pratiquent et même il y a aussi une conversion de beaucoup de la population vers l'infirmerie et l'aide soignante. Alors, est-ce que cette organisation-là dont tu viens de parler, est-ce que c'est quelque chose que les Syriens ont envie de continuer, c'est-à-dire avoir cette indépendance d'organisation, de vie quotidienne? Est-ce que c'est ça qu'ils vont garder, qu'ils veulent garder dans le futur, enfin, dans l'espoir d'avoir enfin une vie normale en Syrie? Bien sûr, c'est ce qu'ils ont fondé déjà. Ils sont fiers de ces institutions, ils sont fiers de cette organisation. Ça sera sûrement généralisé au niveau de tous les pays. Ça sera organisé vraiment d'une manière plus globale. Mais pour le moment, oui, le peuple syrien, il va continuer et s'il arrive aussi à libérer le pays et se débarrasser de l'extérieur, il va l'appliquer aussi dans les grandes villes contrôlées par le régime. Bernard. Alors, il y a 2 exemples, tout à fait, Bichir, et il y a 2 exemples qu'il faudrait qu'on cite. D'abord, il y a un village qui s'appelle Kafranbel. Et c'est un village qui s'est très tôt libéré donc, de l'emprise d'Assad et qui se gère complètement seul, c'est-à-dire donc sans État central. Donc c'est un village qui se gère démocratiquement, donc qui est en autogestion. Voilà, ils sont devenus célèbres parce qu'ils font des photos qu'ils ensuite mettent sur les réseaux sociaux avec des bannières donc où ils inscrivent des slogans, où ils inscrivent des déclarations sur un peu tout, donc et c'est devenu un symbole. Et puis bien sûr donc on va bientôt commémorer ce triste anniversaire de la fin de Alep-Est, c'est-à-dire Alep libre. On avait à Alep libre donc un système qui était démocratique, qui était inclusif, qui était participatif, mais comme jamais on a pu en voir. Cette révolution syrienne, c'est même plus que les révolutions qu'on a vues en Tunisie ou en Égypte, où des gens disaient on a une constitution formidable, vous ne l'appliquez pas, vous êtes dictatoriaux. Voilà, là on a des gens qui disent on ne veut pas juste seulement que Assad tombe. On a un nouveau modèle à proposer. Il faut savoir une chose, c'est que le gouvernorat libre d'Alep, donc qui est
pour la province d'Alep. Et la mairie libre d'Alep, c'est-à-dire la présidence du conseil local d'Alep, eh bien, ce sont des gens qui avaient instauré une présidence tournante. Pendant 1 an, vous avez plusieurs personnes, pendant 1 an, l'une fait ça, l'autre fait ça. Par exemple, ici à Paris, on a reçu quelqu'un comme Yahya Nana, qui est un ancien gouverneur d'Alep libre, qui ensuite est devenu le responsable des relations internationales. Voilà. Par ailleurs, on a eu des relations extérieures. On a aussi quelqu'un qui maintenant est en France, Belita Hadji Hassan, c'est l'ancien maire d'Alep, d'Alep Est, il est venu parler plusieurs fois, donc ici en France, au moment où Alep était menacé. Bon, malheureusement, c'est ce qui est advenu, mais on avait un modèle qui est tellement original, vous savez, même ici, on pourrait presque en prendre de la graine, voilà, parce que c'est des gens qui ont une ferveur, une fièvre démocratique qu'on n'a plus ici depuis longtemps. Et par ailleurs, il y a une chose intéressante, c'est que autour de la Syrie se sont organisées, c'était essentiellement en 2015, des sessions d'éducation populaire. Vous voyez, ce sont des choses, c'est-à-dire c'est pas avec le professeur qui arrive et qui vous enseigne, c'est participatif, c'est inclusif, voilà. Il y a des gens qui font ça très bien, qui sont à Lyon, il y a des organisations qui font ça, il y avait une association qui s'appelle Lila Souria qui faisait ça, et on a tout un modèle de vie qui est complètement différent, qui est complètement nouveau pour la région, pour nos propres pays. Donc voilà bien pourquoi il n'est pas interdit de se demander, je ne veux pas du tout y aller de mon complotisme, mais il n'est pas du tout interdit de se dire que si une inflexion de la diplomatie négative qu'on a vue existe, c'est pas parce qu'il y a des gens qui veulent préserver un modèle occidental comme celui qu'on a à Damas, et tandis que là on a un modèle tellement intéressant et c'est vraiment ça presque ce qu'il y a de plus révoltant, laisser mourir ce genre de choses. On va terminer sur ces paroles, à moins que Bicher veuille rajouter quelque chose avant qu'on se quitte. Juste un point, c'est que, par exemple, il y a un modèle qui est très intéressant dans les banlieues de Damas, qui sont encerclées. C'est le passage, par exemple, aux 12 volts d'utilisation de l'électricité, et qui est vraiment visé par les pays développés. C'est-à-dire, nous, on marche toujours aux 220 volts et c'est visé parce que toutes les lampes, les LED, tout ça, c'est du 12 volts. Donc, le siège et l'état d'alerte dont souffrent ces zones-là ont poussé à un développement vraiment vers le futur, vers l'emploi des nouvelles technologies également. C'était vrai, oui, effectivement, c'est quand même des démarches extrêmement intéressantes et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur que ce soit qu'on essaye de les saquer complètement. Alors, je rappelle donc, je voudrais déjà nommer ton blog, Bernard. Donc, on peut trouver tout ce que tu écris, tous les articles sur donc www.dailymotion.com / vidéo, voilà. /BJH World, le mot monde en anglais. Voilà, ça c'est le blog en vidéo. Il y a un blog écrit qui est en français, le nom est en anglais, ça s'appelle My Global Suburbia, www.com, myglobal-suburbia.com. Voilà, ça c'est l'écrit. Voilà, c'est en français, tout le monde peut y aller, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que l'hebdo sera rediffusé mercredi prochain de 9h à 10h, que vous pouvez retrouver également cette émission en podcast dans quelques jours sur notre site hebdo-julialore.info. Merci beaucoup à Lucien pour la technique et merci à Julia. Je n'oublie rien, j'ai rien oublié et merci à vous deux d'avoir participé à notre émission. À la semaine prochaine.